Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer donc de continuer à traiter la physiologie de la reproduction. Jusque-là, nous avons traité la fonction gonadique masculine. Aujourd'hui, on va consacrer la séance pour la fonction gonadique féminine. On a dit dans la fonction gonadique masculine, donc c'était le testicule qui est la principale glande masculine. Chez la femme, par contre, donc bien entendu, c'est l'ovaire qui représente la glande génitale féminine. Vous savez, donc on a deux ovaires et qui sont situés dans la cavité pelvienne. Cette glande ovarienne, elle a en réalité deux fonctions distinctes, c'est-à-dire c'est une glande mixte comme le testicule, donc elle a une fonction à la fois endocrine et exocrine. Cette double fonction de l'ovaire, elle s'établit de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, contrairement à ce qui est observé chez l'homme, donc on a dit que chez l'homme, l'activité génitale, donc il commence de la puberté, mais il dure jusqu'à la fin de la vie. Contrairement chez la femme, cette activité génitale, elle a quand même une fin, donc cette fin se situe vers l'âge de 45-55 ans, c'est la période de la ménopause. Donc, ce fonctionnement double, on a dit donc de l'ovaire, s'établit de la puberté jusqu'à la ménopause, se déroule d'une façon cyclique. Donc, cette fonction se fait d'une façon cyclique. Donc, il s'agit généralement d'un cycle de 28 jours. Et cela est assuré par le contrôle, bien sûr, de l'hypothalamus et de l'hypophyse avec rétrocontrôle de l'ovaire sur l'hypophyse. Donc voilà, déjà il y a une première particularité, une première différence par rapport à ce qui se passe chez l'homme, c'est le fonctionnement cyclique de l'ovaire, contrairement à celui du testicule. Pour la fonction exocrine, son objectif, donc, c'est d'assurer une maturation, ensuite l'émission cyclique du gamète femelle, l'ovocyte. Par contre, la fonction endocrine, bien entendu, donc c'est la production des hormones, c'est l'imprégnation hormonale de l'appareil reproducteur, chose qui est nécessaire à la fécondation de l'ovocyte et ensuite à l'implantation de l'œuf fécondé. Donc, on va essayer de commencer par l'étude de la fonction exocrine de l'ovaire. Cette fonction, on a dit, donc, elle a comme fin l'émission de la cellule germinale dans le but d'être fécondée. Cette émission donc de la cellule germinale, donc cette ovogenèse si vous voulez, donc se déroule en deux phases. Donc on a une phase pré-ovulatoire et une phase post-ovulatoire. Donc c'est-à-dire le cycle de 28 jours est séparé au milieu par l'ovulation. Donc, on a une phase avant l'ovulation, donc c'est la phase préovulatoire qu'on nomme également la phase folliculaire, et on a une phase après l'ovulation, c'est la phase post-ovulatoire ou bien la phase lutéale. Pour la phase préovulatoire qui est la phase folliculaire, comme son nom l'indique, donc c'est une phase où il y a un développement du follicule. Cette phase-là, elle dure en moyenne 12 à 16 jours. Elle est marquée voilà, par la maturation d'un follicule ovarien sélectionnable qui est destiné à devenir le follicule ovulatoire. Cette phase de croissance folliculaire comporte plusieurs séquences. On a d'abord le recrutement donc, de follicules où plusieurs follicules primordiaux quittent le pôle des follicules quiescents et débutent leur développement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs follicules qui se préparent à devenir le follicule ovulatoire. C'est-à-dire ils quittent le pôle des follicules quiescents, c'est-à-dire donc ils sortent donc, de leur endormissement. Et alors débute leur développement. La transformation donc du follicule primordial en un follicule secondaire s'effectue dans un délai de plusieurs mois. Donc, c'est-à-dire cette période, cette séquence, donc elle dure plusieurs mois. Alors, c'est vrai, il y a plusieurs follicules qui sont recrutés, mais en réalité, il y a un seul de ces follicules qui va devenir l'élu. Donc, il sera sélectionné. Donc, c'est la séquence de sélection. Donc, et ce follicule élu, sélectionné, destiné à la maturation et à l'ovulation, tandis que les autres follicules qui sont déjà recrutés, ils deviennent des follicules atrétiques, ça veut dire ils vont se dégénérer. Donc ce follicule sélectionné maintenant, donc il va subir plusieurs modifications. Premièrement, autour de l'ovocyte, donc qui est au centre du follicule, les cellules granuleuses vont proliférer et vont se disposer en plusieurs assises pour former la granulosa.
Ensuite, le follicule, à ce stade-là, on va le nommer follicule de De Graaf et s'entoure d'une membrane à sa périphérie et le tissu conjonctif ovarien se différencie en deux couches. On a la thèque interne et la thèque externe. Ensuite, à l'intérieur du follicule, il y a une cavité liquidienne qui apparaît, donc c'est ce qu'on appelle l'antrome. D'accord? Donc, ce follicule préovulatoire, on le nomme dominant, donc c'est un follicule dominant, et ce concept de dominant se repose sur le fait qu'en présence d'un follicule préovulatoire, les autres follicules n'arrivent pas à se développer. L'ovocyte alors termine sa maturation 30 heures avant son expulsion et qui se trouvait bloqué depuis la vie fœtale. Cette ultime division conduit juste à l'émission d'un premier globule polaire qui est expulsé et d'un ovocyte de second ordre qui reste toujours une cellule diploïde. Jusque-là, on a un ovocyte de second ordre, donc cellule diploïde, ça veut dire avec 46 chromosomes. Alors, nous arrivons à mi-chemin du cycle où l'ovulation donc, va se produire et se manifeste par la turgescence du follicule, ensuite la rupture de sa paroi et donc l'expulsion de l'ovocyte hors de la masse folliculaire. C'est ça l'ovulation, donc c'est le fait d'expulser l'ovocyte hors du follicule. Vient alors ou bien commence à partir de cela la phase lutéale qui est marquée par la formation du corps jaune juste au moment de la rupture du follicule ovulatoire mature. Alors, ce corps jaune, il résulte tout simplement du plissement de la paroi folliculaire après l'expulsion de l'ovocyte. Ce corps jaune involue après une activité moyenne de 14 à 16 jours, juste avant la menstruation et l'ovocyte dégénère s'il n'y a pas fécondation, c'est-à-dire en absence de fécondation. Donc, le cycle se termine au bout de 28 jours. Donc, il y a un nouveau cycle qui va apparaître, qui va commencer. Dans ce cas-là, ce corps jaune-là qui est formé durant la phase lutéale, il dure uniquement 14 à 16 jours. Et donc, le cycle recommence. Ça, s'il y a absence de fécondation. Par contre, donc, si un spermatozoïde vient pénétrer l'ovocyte, donc c'est-à-dire la fécondation a lieu, le noyau donc de l'ovocyte complétera la deuxième division méiotique qui donnera naissance à un autre globule polaire, mais également à l'ovule. Donc cet ovule-là, une fois formé avec ses 3 chromosomes, ces 23 chromosomes, donc ils vont s'unir avec les 23 chromosomes du spermatozoïde pour former le noyau de l'ovule fécondé. D'accord? Donc l'ovule fécondé alors représente la toute première cellule du nouvel individu qui vient d'être conçu. Donc la première cellule qui est issue donc de la combinaison donc, du noyau du spermatozoïde avec celui de l'ovocyte, bien de l'ovule fécondé, donc constitue la première cellule de l'individu donc, qui va naître. Le corps jaune, dans ce cas-là, il ne va pas dégénérer au bout de 14-16 jours, mais au contraire, il s'hypertrophie et devient ce qu'on appelle le corps gestatif, donc il assure la sécrétion des hormones pendant le premier trimestre de la grossesse. Voilà une diapo récapitulant donc cette fonction exocrine du testicule. Vous avez donc ici avant la naissance déjà, donc il y a de nombreux follicules qui qui sont là, donc, mais qui restent, qui y sont à partir de la naissance, donc durant toute la phase de l'enfance, donc les ovaires sont inactifs, donc on a plusieurs follicules ovariens primordiaux, donc qui restent en endormissement. À partir donc de la puberté, tous les mois, donc jusqu'à la ménopause, donc on a plusieurs follicules qui sont recrutés, mais il y a un seul follicule qui va être l'élu, donc et continue son développement et va aboutir donc à la formation d'un follicule ovarique mûr qui au bout donc de 14 jours donc va expulser hors de
sa masse, cet ovocyte-là. Donc, c'est l'ovulation. Donc, ça, sur le plan follicule, donc si on veut parler donc de l'ovocyte, donc on a des ovogonies qui sont les cellules souches qui subissent des mitoses donc pour accroître leur nombre, ensuite la croissance pour avoir beaucoup, donc c'est la phase de l'accroissement, qui vont aboutir donc à des ovocytes primaires qui sont arrêtés arrêtés donc à la prophase et sont présents déjà à la naissance, mais donc durant toute l'enfance, comme l'ovaire est inactif, donc ils vont rester bloqués à ce stade-là. Donc à partir de la puberté, donc cet ovocyte primaire, encore arrêté à la prophase, donc va subir donc va continuer donc sa myose pour aboutir à l'ovocyte primaire. Pardon. Voilà, donc on obtient un ovocyte. Une fois qu'il continue donc sa division, il devient un ovocyte de second ordre. D'accord, l'ovocyte de second ordre avec l'émission du premier globule polaire. Donc toujours cet ovocyte, donc il est à diploïde. Donc c'est une cellule diploïde. Donc si l'ovulation après l'ovulation, donc s'il y a un spermatozoïde qui arrive, donc cet ovocyte de second ordre va continuer sa division pour donner l'ovule. Voilà, donc c'est l'ovule fécondé avec un chromosome uniquement et l'émission d'un autre globule polaire. Donc voilà le déroulement donc de l'ovogenèse chez la femme. On va passer maintenant à la fonction endocrine de l'ovaire. Donc c'est bon, on a terminé avec la fonction exocrine qui se résume à la formation donc d'un ovule qui va être fécondé. Pour la fonction endocrine, c'est qui dit endocrine, donc c'est la production des hormones, mais il faut savoir qu'au niveau ovarien, donc il y a deux types d'hormones qui sont sécrétées. Il y a des hormones stéroïdes qui sont majoritaires, on les appelle également stéroïdes ovariens tout simplement, mais il y a également des hormones peptidiques. On va citer donc les hormones, on va parler de leur biogenèse, on va donc les décrire et on s'attarde beaucoup plus sur les actions donc de ces hormones et bien entendu on terminera le chapitre par la régulation de cette fonction endocrine. Commençons par les stéroïdes ovariens qui sont majoritaires. Donc pour la biogenèse ou bien la synthèse, donc il se fait comme tous les stéroïdes à partir du cholestérol. Donc en passant par la prégnénolone, la progestérone, la 17-hydroxyprogestérone, l'androstinédione, testostérone et vers la fin la 17-bêta-œstradiol, bien sûr sous l'action de nombreuses enzymes qui sont résumées dans cette diapo-là. Le type, sachant que voilà, le type de stéroïdes sécrétés, il varie en fonction du type de la cellule. Donc, on a dit au niveau du follicule, donc on a les cellules de la granulosa, on a les cellules de la thèque. Vous allez voir que les cellules de la thèque, même du stroma, ils sécrètent les androgènes. Par contre, les cellules de la granulosa, ils produisent des œstrogènes. Et le corps jaune, ça veut dire la granulosa lutéinisée, donc c'est-à-dire après l'ovulation. Donc une fois le corps jaune est formé, donc ce corps jaune est sécrète principalement de la progestérone. Donc on a trois types de stéroïdes. Chaque type est sécrété par un type cellulaire précis. Donc les cellules de la thèque sécrètent les androgènes, la granulosa sécrète les œstrogènes, tandis que le corps jaune assure la sécrétion de la progestérone. Alors, commençons par les œstrogènes. Les œstrogènes, il faut savoir que c'est l'œstradiol qui est l'œstrogène principal de l'ovaire. Dans le plasma, les œstrogènes ils sont liés à une protéine porteuse qui est la SBG, donc pour Sex Binding Globulin, avec une affinité toutefois moindre que celle de la testostérone, mais également ils peuvent être liés à l'albumine. Donc il y a une protéine spécifique qui est la SBG, mais l'affinité est moindre par rapport à celle de la testostérone. C'est-à-dire donc cette hormone, cette protéine, il lie beaucoup plus la testostérone que les œstrogènes. Il y a une petite fraction donc d'œstradiol qui se forme libre, donc il est active, elle est de 2 à 3%.
D'accord? Ça, c'est pour le transport des oestrogènes. Pour les progestatifs, donc on a la progestérone, on a la prégnénolone, on a la 17-hydroxyprogestérone. Et bien entendu, c'est la progestérone qui est le progestatif principal. Donc cette progestérone, elle est élaborée par les cellules de la granulosa lutéinisée, c'est-à-dire pendant la deuxième partie du cycle. La progestérone circule, il peut se lier à la CBG, la CBG, donc c'est pour la cortisol binding globulin. Donc, c'est une protéine de transport destinée beaucoup plus au cortisol, sachant que avec la forte concentration de cortisol, donc la progestérone elle circule plutôt en association étroite avec l'albumine, c'est-à-dire elle peut se lier à cette protéine de transport du cortisol, mais bien entendu cette protéine elle a une forte affinité pour le cortisol, donc la progestérone elle peut s'associer à l'albumine. Le catabolisme donc se fait au niveau du foie, il assure une dégradation complexe pouvant se poursuivre jusqu'au stade de production de l'eau et de CO2. On a cité les oestrogènes, on a cité les progestatifs, on passe aux androgènes. Les androgènes, donc on a l'androsténidione, on a la testostérone, la dihydroépiandrostérone pour DHEA, et sont sécrétés en quantité relativement faible par les cellules de la TEC, donc interne, et bien par les cellules interstitielles du stroma ovarien. C'est normal, donc nous sommes chez la femme, donc les androgènes, surtout, ils sont très actifs, ils sont plus dominants chez l'homme, donc ils sont quand même sécrétés chez la femme, mais avec des quantités relativement faible. L'androsténidione, c'est l'androgène sécrété de façon prédominante par l'ovaire. Mais une partie est transformée en œstrogène par les cellules de la granulosa et l'autre partie est libérée dans le plasma. Et dans les tissus périphériques, cet androsténidione il peut être encore converti en œstrogène, d'accord, ou bien en testostérone. Une petite remarque, il faut savoir que les androgènes, ils proviennent à part égale de la surrénale et de l'ovaire. Donc, il provient, ce qui est synthétisé par l'ovaire est synthétisé également par les surrénales. Mais la testostérone chez la femme circule dans le sang sous forme liée à la SBG, donc à la sex binding globulin, c'est-à-dire donc 90%, donc elle est liée, donc elle n'est pas active, alors que l'androsténidione présente une faible liaison à la SBG. Donc ça, c'est pour les stéroïdes ovariens. On passe aux peptides ovariens. Là, on cite l'inhibine. On a déjà parlé de l'inhibine en faisant la fonction gonadique masculine. L'inhibine, c'est un hétérodimère, c'est-à-dire c'est un peptide qui est composé de deux chaînes protéiques, alpha et bêta. Donc, on a la bêta A pour l'inhibine A, on a la bêta B pour l'inhibine B. Donc, ils sont liés par des ponts disulfures. Donc, on a deux types d'inhibine, l'inhibine A et l'inhibine B avec une double couche, pardon, une double chaîne protéique. Le rôle physiologique de l'inhibine, c'est juste diminuer la sécrétion de FSH. Donc, c'est pour assurer le rétrocontrôle négatif sur la FSH. Mais il faut savoir que la régulation réelle de la FSH au cours d'un cycle menstruel est davantage liée à l'œstradiol et non pas à l'inhibine. D'accord? On passe au chapitre le plus important, ce sont les actions des hormones ovariennes. Commençons par les oestrogènes. Les oestrogènes sont sécrétés durant la première phase du cycle parce qu'ils sont sécrétés par la granulosa. D'accord. Ensuite, on a les progestérones, la progestérone qui est sécrétée surtout la deuxième partie du cycle, donc par la granulosa lutéinisée. Commençons par les oestrogènes. Donc, ils vont agir sur le tractus génital, ils vont agir sur la glande mammaire, ils vont agir sur la silhouette, mais ils ont plusieurs autres actions diverses. On va les citer. Commençons par le tractus génital. Donc, les oestrogènes ont une action proliférative et trophique sur les muqueuses. Donc, ces oestrogènes assurent la reconstruction de l'endomètre, c'est-à-dire donc la couche la plus interne de l'utérus, en début du cycle, mettant fin à l'hémorragie et puis assure la croissance de cet endomètre où la hauteur passe de 0,5 à 5 mm. D'accord? Donc déjà, il y a une prolifération donc, de la muqueuse utérine. Ça sur l'endomètre. Sur le myomètre, donc la deuxième couche utérine, donc la couche musculaire, les oestrogènes augmentent les contractions spontanées du myomètre et augmentent sa sensibilité à l'ocytocine. Au niveau donc du col, donc il y a une augmentation des sécrétions cervicales, dont la quantité est multipliée par 30.
Il s'agit donc durant cette phase d'une glaire claire filante au moment de l'ovulation. Donc il y a une abondance des sécrétions. Donc c'est une glaire filante comme du blanc d'œuf. Donc elle est filante au moment de l'ovulation. Donc c'est un point enfin, qui peut être utilisé pour situer l'ovulation. Donc quand il y a vraiment une glaire très abondante, filante et claire, ça sous-entend la période pré-ovulatoire, donc c'est la période de propice donc, pour faire des rapports sexuels pour les gens qui veulent faire une grossesse, d'accord, c'est pour situer l'ovulation. Ça, c'est au niveau utérin. Maintenant, au niveau vaginal, donc les oestrogènes assurent la prolifération des cellules épithéliales vaginales et diminuent le pH vaginal. Donc, ils diminuent l'acidité vaginale, ils assurent une prolifération des cellules et ils augmentent la capacitation des spermatozoïdes au niveau de l'ovule. Donc, c'est-à-dire les oestrogènes, ils assurent les conditions favorables pour l'arrivée et le passage donc des spermatozoïdes. Ça, sur le tractus génital. Sur la glande mammaire, les oestrogènes assurent le développement du tissu glandulaire par multiplication des canaux galactophores. Ainsi, à la puberté, donc, ils assurent une croissance des seins chez la petite fille. Et chez la femme en activité génitale, il maintient la structure mammaire et la prolifération cyclique. Sur la silhouette, les oestrogènes sont responsables d'une modification de la répartition du tissu adipeux selon un type génoïde. C'est-à-dire, donc, le tissu adipeux, il va s'accumuler au niveau du bassin, au niveau des hanches, donnant donc la silhouette génoïde chez la femme. Autres actions, donc accélération de la croissance osseuse et la maturation squelettique. C'est pour ça qu'on assiste à une poussée de croissance pubertaire qui est suivie de l'arrêt définitif de la croissance par suture des cartilages de conjugaison. Apparition et maintien de l'ensemble des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire non liés à la fonction de reproduction, à savoir le développement des glandes mammaires, la pilosité pubienne et axillaire, l'implantation des cheveux avec un morphotype génoïde, augmentation de la coagulabilité sanguine, rétention d'eau et de sel, diminution du LDL cholestérol, et avec donc augmentation du rapport HDL-LDL, donc c'est un facteur protecteur, donc le HDL c'est un bon cholestérol, donc en diminuant le LDL, on augmente le rapport HDL-LDL. Diminution du cholestérol total et modulation de l'activité psychique avec féminisation du comportement. Donc la femme à partir de la puberté, donc la fille commence à devenir plus calme, plus sage. Donc c'est ça le caractère féminin, contrairement à ce qui est observé chez l'homme, où on assiste à une tendance à l'agressivité. Donc ça c'est l'effet de la testostérone, ici c'est l'effet des oestrogènes. Voilà pour les actions des oestrogènes. On passe à la progestérone, qui est le principal progestatif chez la femme. Son action nécessite l'imprégnation préalable par l'œstradiol, c'est-à-dire la progestérone n'a aucun effet sur une muqueuse au repos. Donc, c'est-à-dire si les oestrogènes n'ont pas été là durant la première phase du cycle, la progestérone ne fonctionne pas. D'accord? Donc, pour tester ça, donc, on a chez les filles donc, qui présentent donc, des troubles de règles, donc, on leur donne donc, de la progestérone du 16e au 25e jour du cycle. Donc, si après l'arrêt de cette prise de progestérone, donc il y a apparition des règles, ça sous-entend que la phase folliculaire a eu lieu, donc c'est-à-dire il y a déjà l'imprégnation par les oestrogènes, c'est-à-dire l'œstradiol. Donc s'il n'y a pas apparition de règles, ça veut dire que cette progestérone qu'on a donnée ne servait à rien, donc parce qu'il n'y avait pas l'action préalable des oestrogènes. Alors, la progestérone, il va continuer ce que les oestrogènes ont commencé. D'abord sur l'endomètre, elle poursuit l'action initiée par l'œstradiol et c'est la progestérone qui donne à la muqueuse sa structure optimale pour la nidation. C'est-à-dire qu'elle continue à développer bien l'endomètre, donnant l'aspect en dentelle utérine, qui est un aspect histologique caractérisé par une hyperplasie de l'endomètre, c'est-à-dire un
développement très important de l'endomètre, avec développement en spirale des tubes glandulaires, pardon, et des vaisseaux, avec dilatation des capillaires. Donc, c'est un enrichissement de l'endomètre, un fort développement glandulaire et vasculaire. Sur le myomètre, c'est-à-dire la deuxième couche de l'utérus, donc c'est toujours une hypertrophie globale du myomètre et augmentation de la vascularisation. Mais attention, contrairement aux oestrogènes qui stimulent la contraction du myomètre, la progestérone, elle, c'est une hormone sédative. Donc, c'est une hormone qui inhibe les contractions utérines et diminue les sécrétions cervicales. Donc, c'est une hormone qu'on donne d'ailleurs chez les femmes qui présentent une menace. Donc, c'est-à-dire il y a des femmes qui au cours de la grossesse, donc ils présentent des menaces, c'est-à-dire donc risque d'accouchement prématuré. Alors on les tocolise, donc on leur donne de la progestérone afin donc de réduire les contractions du myomètre et ramener donc la grossesse à terme. Sur les glandes cervicales, donc la progestérone abolit les effets des oestrogènes. On a dit que les oestrogènes entraînent l'apparition d'une glaire filante abondante pour assurer le passage des spermatozoïdes. Ici, donc, nous sommes en deuxième phase du cycle. Donc, l'ovulation, c'est bon, elle a eu lieu. Donc, à quoi sert que les spermatozoïdes arrivent? Alors, la progestérone abolit les effets des oestrogènes. Donc, la glaire va devenir épaisse, peu favorable aux spermatozoïdes. En même temps, il y a une accélération du processus de desquamation de l'épithélium vaginal. Sur la glande mammaire, on a une action hyperplasiante au niveau des acides. Donc, au total, les oestrogènes qui sont beaucoup plus sécrétés durant la première phase, ils préparent l'organisme à la fécondation. Parce qu'à la fin de cette première phase, on a une ovulation. Donc, l'objectif, c'est d'assurer une fécondation. Donc, c'est un effet prolifératif. Tandis que la progestérone, elle prépare l'organisme beaucoup plus à la nidation et à la gestation. Un autre point, donc un autre effet donc, de la progestérone, c'est son effet sur la température corporelle. La progestérone, elle est responsable du décalage thermique observé en seconde moitié du cycle, c'est-à-dire la température corporelle qui était inférieure à 37 degrés en première partie du cycle, elle passe au moment de l'ovulation et se maintient en plateau au-dessus de 37 degrés jusqu'au début du cycle suivant. Donc, ce moment donc, de décalage thermique peut être repéré et permet donc de déterminer la date exacte de l'ovulation. Donc, c'est une manière donc, de situer l'ovulation donc, en prenant sa température matinale chaque jour. Donc, le jour où on constate qu'il y a un pic, il y a une élévation de la température, donc on peut alors situer l'ovulation. Et pour les femmes désirant une grossesse, ils peuvent faire des rapports sexuels donc, autour donc, de cette période pour assurer une fécondation. Pour les femmes qui veulent pas de grossesse, donc il faut éviter donc, les rapports durant cette phase. Donc c'est une façon donc, de contraception, si vous voulez, naturelle. Voilà pour l'action des hormones. Donc, on passe à la régulation de la sécrétion ovarienne. Donc, on sait que l'ovaire fonctionne d'une façon cyclique et la durée moyenne d'un cycle ovarien, c'est de 28 jours. Donc, c'est entre 25 et 30. La longueur du cycle, on va la définir à partir donc, du premier jour des menstruations jusqu'à la survenue des prochaines menstruations. Donc, on commence à compter le premier jour de l'apparition des règles. C'est-à-dire que ce n'est pas à la fin des règles qu'on commence à compter notre cycle. Donc, il faut commencer à compter à partir du premier jour jusqu'à le nouveau premier jour, si vous voulez. Donc, le nouveau cycle. Ce fonctionnement cyclique de l'ovaire, il dépend de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Sachant que la sécrétion hypophysaire de FSH et de LH est stimulée bien entendu par la GnRH hypothalamique. Et les hormones ovariennes assurent le fonctionnement cyclique de l'axe gonadotrope grâce aux différents rétrocontrôles négatifs et positifs sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Ainsi, sous l'action de la FSH, donc pour follicle stimulating hormone, il y a un follicule qui se développe.
Et ce follicule élabore des quantités croissantes de stradiol qui agissent par rétrocontrôle négatif. Jusque-là, nous sommes dans les normes. Il y a un point qui caractérise donc le fonctionnement chez la femme, donc ce qui est à l'origine, donc ou bien à la base donc du fonctionnement cyclique, c'est que ce rétrocontrôle, il finit par être dépassé, c'est-à-dire débordé par le développement du follicule. Donc, quand le follicule se développe, il aborde des quantités croissantes donc de stradiol, le rétrocontrôle finit par être dépassé. Ainsi, 4 jours avant l'ovulation, c'est-à-dire à G10 si vous voulez, donc la concentration plasmatique de stradiol devient supérieure à 200 picogrammes par millilitre. Donc le follicule a produit beaucoup de stradiol et quand il y a un franchissement donc de ce seuil, c'est-à-dire 200 picogrammes par millilitre, il y a une modification profonde de la réactivité anti-hypophysaire qui, elle, répond désormais à la GnRH par une production massive de FSH et encore plus de LH. C'est-à-dire quand il y a beaucoup donc, de stradiol, donc, on a franchi le seuil de 200 picogrammes, cela va moduler de façon très profonde la réactivité anti-hypophysaire qui, au lieu donc de freiner la sécrétion de GnRH, donc de répondre à ce rétrocontrôle négativement, mais au contraire, donc il va répondre favorablement, positivement par la production massive de FSH et encore plus de LH. Donc tout se passe comme si la concentration plasmatique de l'œstradiol élevé exerçait un rétrocontrôle positif. C'est comme si c'était un rétrocontrôle de nature positive et c'est le pic préovulatoire gonadotrope qui, 24 à 48 heures avant le début du pic de LH, la concentration d'œstradiol double et c'est cette élévation précoce d'œstradiol qui responsable du pic préovulatoire de LH. L'ovulation alors survient de façon schématique 34 à 44 heures après le début de la montée initiale de LH. La masse cellulaire du follicule éclaté est lutéinisée, c'est bon, donc on a expulsé l'ovule. Donc la masse cellulaire du follicule est lutéinisée, alors c'est-à-dire convertie en corps jaune, qui est toujours sécrétant de l'œstradiol, mais surtout de la progestérone. Cette progestérone atteint son maximum autour de 8 jours après le pic ovulatoire. La progestérone maintenant, elle est en association avec la sécrétion modérée de stradiol, continue à assurer le rétrocontrôle. Ils inhibent la sécrétion hypophysaire de FSH et de LH, dont les concentrations vont commencer à diminuer et retrouver alors leur valeur initiale de la première moitié du cycle. Si l'ovule n'est pas fécondé et survient la lutiolyse, c'est-à-dire donc la dégénérescence du follicule de l'ovule, donc involution, cicatrisation du corps jaune vers G28. La concentration donc d'œstrogène de progestérone va encore diminuer, il n'y a plus donc de cellules pour les produire, alors la muqueuse utérine desquame et c'est l'hémorragie qui marque le début d'un nouveau cycle. Donc c'est l'apparition des règles, donc chose qui marque le début d'un cycle nouveau. Cette diapo récapitule tout ce qui se passe au niveau hypophysaire, au niveau ovarien, donc d'une façon endocrine et exocrine, si vous voulez. Donc vous avez ici, donc ça c'est le cycle ovarien, donc c'est avec deux phases, donc la phase folliculaire, donc séparée par l'ovulation, donc de la phase lutéale. Vous avez un follicule ovarien primaire, donc qui se développe pour devenir le follicule mûr, et à mi-chemin, il va libérer donc l'ovocyte, c'est l'ovulation. À partir de cela, on ne parle plus de follicule, mais on parle donc de corps jaune qui dure en moyen 14 jours s'il n'y a pas fécondation. Donc ça, ce qui se passe au niveau ovarien. Donc sur le plan hormonal, donc on a dans le début du cycle, on a cette concentration effondrée de progestérone parce que la progestérone est produite surtout à partir donc de la deuxième partie du cycle, à partir donc du corps jaune. Donc c'est la granulosale lutéinisée qui produit la progestérone, mais on a beaucoup plus donc d'œstrogène
durant la première phase du cycle parce que les oestrogènes sont produits par la granulosa. Donc, ce follicule maintenant, il se développe. On a dit donc le follicule il se développe, il va élaborer des quantités croissantes donc d'œstrogènes qui, à partir donc d'un certain seuil, cette concentration élevée d'œstrogène, donc il ne va pas freiner la sécrétion de FSH et de LH, mais au contraire, il va agir comme si c'était un rétrocontrôle positif, ce qui est responsable donc de ce pic de FSH, mais surtout ce pic de LH qui est responsable donc de l'ovulation. D'accord. Donc, c'est ça la réactivité donc, de l'antihypophyse à la concentration élevée d'oestrogène, responsable donc, du pic de FSH, mais notamment donc, de LH, chose qui assure l'ovulation. Donc, après l'ovulation, donc, il y a ce follicule qui continue à sécréter un peu donc, d'œstrogène, mais surtout de la progestérone, qui atteint son maximum ici. Ensuite, à partir de cela, donc, le follicule sécrète les deux hormones avec des concentrations diminuées, donc il exerce un rétrocontrôle sur FSH et LH. Et au bout donc, de 28 jours, donc s'il n'y a pas fécondation, donc ce corjon donc, va dégénérer. Donc, les concentrations sont très faibles, donc il revient à leur valeur initiale. Et donc, c'est le début d'un cycle. Un nouveau cycle. Donc, ça s'observe, donc, c'est l'apparition donc, de l'hémorragie donc, qui marque le premier jour des règles. Donc, c'est ici les menstruations. Ça, c'est la muqueuse utérine. Donc, durant la première partie du cycle, donc, elle est moins développée sous l'effet des oestrogènes, mais à partir donc, de la deuxième partie du cycle, donc, il y a cet aspect en dentelle utérine qui est dû à la progestérone. Donc, c'est le développement de l'endomètre qui se prépare pour l'anidation. Donc, si au bout de 28 jours, donc, il n'y a pas d'œuf fécondé qui arrive, donc c'est la desquamation utérine, donc c'est l'apparition de l'hémorragie, c'est le début d'un nouveau cycle. Voilà donc pour la fonction exocrine et endocrine de l'ovaire. Donc jusque-là, nous avons formé notre ovule. Si maintenant cet ovule-là est fécondé, donc il y aura une grossesse. Et on parlera un mot donc sur la grossesse et on terminera par la lactation. Donc la grossesse aura lieu s'il y a fécondation. Et cette fécondation, donc, elle a lieu dans la trompe de Fallope, c'est-à-dire juste à la sortie de l'ovaire. C'est à cet endroit-là où l'ovule libéré va se rencontrer avec le spermatozoïde qui est déposé dans le vagin. Donc, les deux vont former ce qu'on appelle un œuf fécondé. Cet œuf fécondé est le siège de mitoses successives. Donc, il va subir plusieurs mitoses en une semaine, donc cet œuf fécondé grossit et devient ce qu'on appelle le blastocyte. Le blastocyte comporte deux régions fonctionnelles, le trophoblaste qui va devenir le futur placenta et l'embryoblaste, le futur embryon qui est capable alors de s'implanter. Durant ce temps, l'endomètre est devenu très vascularisé. Il a stocké beaucoup de glycogène sous l'influence de la progestérone de la phase lutéale. C'est dans l'endomètre ainsi préparé que le blastocyte s'implante grâce aux enzymes libérées par le trophoblaste formées par les cellules externes. Ces enzymes-là, ils digèrent l'endomètre qui est riche en nutriments, ce qui d'une part creuse dans l'endomètre la niche dans laquelle s'enfonce le blastocyte et d'autre part libère les nutriments de l'endomètre dont l'embryon a besoin pour son développement. Après l'implantation, le placenta, qui est fait de tissu maternel et fœtal, se développe. C'est quoi le placenta? C'est un organe par lequel se font les échanges entre le sang maternel et le sang fœtal. C'est aussi un organe endocrine complexe qui sécrète différentes hormones essentielles pour le déroulement de la grossesse. Les plus importantes sont les gonadotropines chorioniques humaines, les HCG, mais également des œstrogènes et de la progestérone. Donc, on va parler donc c'est bon, on a parlé des œstrogènes, de la progestérone, on va parler des HCG.
La HCG, donc, elle est produite exclusivement par le placenta. Donc, c'est une hormone placentaire. Donc, elle est responsable de la persistance du corps jaune gravidique. Donc, c'est grâce à cette HCG que le corps jaune ne s'involue pas au bout de 14 jours, mais il continue à fonctionner durant le premier trimestre de la grossesse. Il sécrète les oestrogènes et la progestérone jusqu'à ce que le placenta s'en charge pendant les 2 derniers trimestres. C'est-à-dire donc le corps gestatif, donc le corps jaune est devenu corps gestatif grâce au HCG qui le maintient fonctionnel, sécrétant des oestrogènes et de la progestérone durant 4 mois. D'accord? Et puis, au bout donc, de ces 4 mois, donc, le placenta va s'en charger lui-même de la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone. Donc, la sécrétion donc, de la HCG augmente rapidement pendant les premières semaines de la grossesse. Donc, c'est pour ça, comme les HCG donc, sont exclusivement sécrétés par le placenta, comme il y a une augmentation de leur concentration, donc cela nous permet donc de faire des tests de grossesse en faisant le dosage des HCG. Donc, si les HCG sont positifs, sont présents dans le sang, même dans les urines, donc le test de grossesse est positif. Ça, c'est pendant les premiers trimestres, les premières semaines de la grossesse. La concentration ensuite va diminuer jusqu'au 120e jour de gestation et ensuite se maintient jusqu'à l'accouchement. Mais le placenta, il peut produire d'autres hormones, notamment la CRH, donc, qui assure une sécrétion d'ACTH et de cortisol, d'où la maturation du poumon fœtal. Il sécrète également ce qu'on appelle le Human Chorionic Somatotropin, donc le HPL, qui s'en charge donc du développement des glandes mammaires, de la production lactée, de la croissance et de l'augmentation de la glycémie chez la mère. Maintenant, si la grossesse donc, se maintient, à terme, c'est-à-dire quand on arrive à terme, c'est à partir de 37 semaines d'aménorrhée, donc les contractions de l'utérus vont peu à peu augmenter de fréquence et d'intensité, ce qui cause l'accouchement avec ces 3 phases donc, du travail. Il y a la dilatation d'abord du col utérin, ensuite l'expulsion du bébé et vers la fin l'expulsion du placenta. Les contractions utérines se produisent sous l'action d'une diminution du rapport progestérone-œstrogène. Donc, à partir donc, de 37 semaines, les taux de progestérone vont diminuer. Donc, le rapport progestérone-œstrogène diminue. Il y a en même temps augmentation de nombre de récepteurs pour l'ocytocine. Notre bébé maintenant est expulsé, c'est la naissance. Donc, la maman donc, doit allaiter son enfant. Donc, c'est la lactation. Chez la femme, la prolactine provoque, conjointement avec les œstroprogestatifs, le cortisol et l'insuline, le développement des glandes mammaires. C'est la mammogenèse durant la grossesse et ensuite la lactogenèse, c'est-à-dire la formation du lait par la suite. Donc, c'est ça le rôle de la prolactine. On va dire un mot sur cette prolactine, qui est une hormone peptidique qui est synthétisée par les cellules lactotrophes de l'antéhypophyse. C'est une hormone hypophysaire qui est sécrétée selon un mode pulsatif avec un rythme circadien toujours, donc le pic de sécrétion survient à la deuxième moitié de la nuit. À la différence des autres hormones antéhypophysaires, donc la sécrétion de la prolactine se trouve tout le temps inhibée. En permanence, elle est inhibée du fait de la présence sur les cellules lactotrophes de nombreux récepteurs à la dopamine. Donc la dopamine est qualifiée d'une prolactine inhibiting factor ou bien prolactostatine. Donc toutes les hormones hypophysaires sont généralement stimulées, mais la sécrétion de la prolactine dans l'état normal se trouve inhibée, sauf chez la femme qui allaite. Donc, il y a la TRH pour la thyrotropion releasing hormone, ainsi que les œstrogènes stimulent la sécrétion de la prolactine. Le stress également. Donc, cette prolactine est là comme site principal la glande mammaire. Elle initie, ensuite elle maintient la sécrétion du lait. Comme son nom l'indique, donc elle s'occupe de l'initiation et le maintien de la sécrétion lactée.
Pendant la grossesse, la glande mammaire elle a subi un développement considérable sous l'action combinée des oestrogènes, de la progestérone, de la prolactine et de l'HLP. Au moment du postpartum, c'est-à-dire donc le postpartum, c'est juste après l'accouchement, c'est la sécrétion massive de la prolactine qui initie la biosynthèse du lait. Ensuite, cette biosynthèse elle est entretenue par le réflexe de téter. Donc à chaque fois que le bébé suce le mamelon, donc il y a une stimulation de la sécrétion de la prolactine. L'effet de la prolactine est donc double. C'est un effet trophique sur la glande mammaire et c'est un effet inducteur de la sécrétion du lait. D'accord? Avec des concentrations élevées, la prolactine inhibe la pulsatilité de GnRH. Donc, il bloque l'axe gonadotrope et donc inhibe l'ovulation chez la femme et la spermatogenèse chez l'homme. D'accord? Voilà donc pour ce cours sur la physiologie de la reproduction. Je vous remercie.